Bonjour, je suis Julien Serre, enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université et je vais vous présenter un travail s'intitulant Conception et étude d'une boussole céleste bio-inspirée pour la robotique à des fins pédagogiques, présenté lors de la troisième édition des Journées nationales de l'enseignement en robotique, mais aussi lors de la 14e édition du colloque consacré à l'enseignement des technologies et des sciences de l'information et des systèmes. Mes co-auteurs sont Nicolas Tellier et Nicolas Touvenel, tous deux étudiants en master à l'Université de Toulon, master ingénierie des systèmes complexes, parcours robotique et objets connectés. Et aussi Julien Dipéry et Stéphane Violet, tous deux membres de l'Institut des sciences du mouvement Étienne Jules Marais à Marseille, institut auquel j'appartiens. Alors tout d'abord, quels sont les enjeux de la localisation? Donc, pourquoi construire une boussole céleste? Eh bien, tout simplement parce que la boussole magnétique dérive. Donc, on peut voir ici sur cette figure que le champ magnétique est en train de dériver du Canada vers la Russie et qu'on a du mal à prévoir où se localisera le pôle nord magnétique dans les années à venir. Donc c'est pour ça que cette information nécessite des corrections, mais la modélisation et la prédiction de cette dérive sont actuellement imprévisibles. C'est pour cela que, eh bien, à terme, il faudra en permanence calibrer ces systèmes pour pouvoir les utiliser et obtenir un cap. Vous connaissez également le GPS, mais le GPS, en fait, qui fournit à la fois une position, une géolocalisation et un cap, eh bien, est parfois inopérant en ville à cause des canons urbains ou bien des gratte-ciel. Et je dirais un mauvais endroit pour capter son GPS, eh bien, ce serait à l'esplanade de la Défense où eh bien, les signaux GPS sont perturbés par les infrastructures métalliques, mais aussi les alimentations électriques et les occultations des satellites. Donc finalement, le GPS, ça marche bien dans les airs, dans les champs et par exemple aussi en mer. Mais en revanche, en ville, ça fonctionne pas très bien. D'un autre côté, il existe eh bien, une fourmi appelée Cataglyphis fortis qui évolue dans les déserts du Maghreb, en particulier celle-ci en Tunisie. Et là, la particularité de ne pas pouvoir utiliser de piste phéromonale, car le désert étant si chaud, plus de 70 degrés au sol en journée, eh bien que cet insecte n'utilise pas l'olfaction pour naviguer, contrairement à ses cousines européennes, mais utilise la vision pour connaître sa position relative à son nid. Alors là, sur la partie supérieure de son œil, on verra ce qu'on appelle une aire dorsale marginale, sensible à la lumière polarisée du ciel en bande spectrale ultraviolette, et c'est ce qui lui permet d'obtenir un cap. Voilà, en dépit d'une très mauvaise acuité visuelle, 5 à 10 degrés, et une taille d'insecte de 10 mm, est capable de réaliser des trajets sur plus d'1 km à des vitesses rapides. C'est 1 mètre par seconde, c'est un insecte qui est très rapide, on a du mal à le suivre en marchant. Et qui ne possède que 250 000 neurones, donc les traitements neuronaux sont extrêmement frugaux, et donc ça se potentiellement comprendre comment cet insecte s'oriente dans l'espace pourrait être une solution à la localisation en complémentarité eh bien, des autres modalités que j'ai présentées. Donc ici, pour illustrer la manière dont la fourmi Cataglyphis s'oriente dans l'espace, eh bien, vous pouvez voir ici le trajet en noir que fait l'insecte en explorant le désert, puis il rencontre un insecte mort, toasté par le soleil, et vous voyez qu'il est capable de rentrer directement en ligne droite, eh bien, comme si il connaissait exactement le cap à suivre en ligne droite pour revenir à son nid. Et donc effectivement, eh bien, la fourmi possède à la fois une mesure de cap, qui est ici, on verra, en lien avec le patron de polarisation du ciel, donc cap optique, et également une mesure de distance qui repose à la fois sur l'intégration du défoulement optique du sol, mais aussi le comptage de pas.
Alors tout d'abord, qu'est-ce que ce motif de polarisation du ciel ou patron de polarisation du ciel? Eh bien, cela repose sur l'interaction entre la lumière émise par le Soleil et l'atmosphère. Et de cette interaction, eh bien, ça donne naissance à une lumière polarisée rectilignement suivant un motif bien précis qui avait été mis en évidence par Rayleigh. Et donc ça forme en fait ici autour du Soleil des anneaux concentriques. Autour du Soleil, eh bien, le degré de polarisation est faible. En revanche, à 90 degrés du Soleil, le degré de polarisation est beaucoup plus important. Et jusqu'à au côté opposé au Soleil, ou bien le degré de polarisation est maximum. Donc il y a un axe particulier de symétrie dans ce motif de polarisation, ici, très bleu puis très vert, qui s'appelle méridien solaire et méridien antisolaire. Et en fait, on voit que cet axe de symétrie, eh bien, semble-t-il, si on est capable de le détecter, eh bien, fournirait un cap céleste à l'animal et potentiellement à un agent mobile pour pouvoir s'orienter dans l'espace. Alors, certains diront, oui, le Soleil se déplace, bien entendu, mais les insectes sont parfaitement capables de compenser ces dérives. Et aujourd'hui, on est complètement capable de modéliser la trajectoire du Soleil dans le ciel. Et donc, numériquement, on peut aussi compenser la dérive du Soleil et donc la dérive du motif de polarisation. Donc, ce méridien solaire, si on le regarde avec des filtres polarisants tels que ceux que nous avons dans nos verres solaires, je vous invite à faire l'expérience, à regarder le ciel en bougeant la tête, et on voit qu'il apparaît un trait plus sombre dans le ciel. Et donc si on est capable de détecter ce trait sombre, en principe orthogonal, enfin ça dépend de la façon dont est orienté votre verre sur vos lunettes, et bien si on est capable de trouver cette croix là, l'axe sombre et l'axe plus clair, eh bien on est capable d'obtenir un cap optique de manière complètement indépendante des autres modalités que sont par exemple la boussole magnétique ou bien le GPS. Alors, il y a deux propriétés qui sont intéressantes qui s'appellent l'angle de polarisation. Donc ça c'est vraiment l'angle du champ électrique à l'intérieur de l'onde électromagnétique. Donc c'est ça qu'on peut détecter à travers ces filtres polarisants en sélectionnant une direction de champ électrique bien précis et aussi le degré de polarisation qui nous indique la quantité de lumière polarisée par rapport à la totalité de lumière incidente. Alors il s'avère que ce phénomène de diffusion de Rayleigh est inversement proportionnel à la longueur d'onde à la puissance 4, et donc ça signifie que l'ultraviolet diffuse beaucoup plus que les autres couleurs dans le ciel. Et donc c'est pour ça, semble-t-il, que l'ultraviolet est privilégié par les insectes. Alors une petite vidéo qui vous explique comment cela fonctionne. Eh bien, on peut acheter du filtre polarisant de base scolaire sur des sites marchands. Et on voit que s'ils sont dans le même sens, ben, c'est clair, et s'ils sont orthogonaux, c'est foncé. Et on voit que la teinte change également lorsqu'on fait tourner l'angle de polarisation dans le ciel. Et donc c'est de cette façon-là que les abeilles ou les fourmis détectent cet angle, ce cap optique, eh bien, c'est en reconstruisant à travers leur œil composé. Donc, par exemple, ici, cette rosace avec 8 unités, eh bien, on peut trouver un cap solaire optique dans le ciel. Alors ensuite, c'est vrai qu'on peut se poser la question de pourquoi faudrait-il détecter les ultraviolets. Donc tout d'abord, c'est parce que le phénomène de diffusion de Rayleigh est beaucoup plus important dans l'ultraviolet que dans le visible. Et si nous voyons le ciel bleu de façon homogène, c'est tout d'abord parce que nous sommes sensibles au bleu et que bah, finalement c'est la seule teinte qui est présente dans le ciel pendant la journée. Et puis vous voyez que lorsque nous avons un coucher de soleil, on peut avoir accès à d'autres teintes dans le ciel. Voilà. En revanche, c'est le bleu qui diffuse le mieux et dans le ciel. Et c'est pour ça qu'on observe cette variation de teinte qui est plus foncée vers le soleil et qui s'éclaircit à l'opposé du soleil. Ensuite, il semblerait
que la raison pour laquelle les insectes privilégient la détection de capes optiques en bande ultraviolette plutôt que la visible, ici c'est tout simplement parce que l'ultraviolet traverse la couverture nuageuse bien mieux que le visible, où on voit que le visible est complètement atténué. Voilà, donc on voit qu'il y a un intérêt par beau temps à détecter un cap optique dans le visible. En revanche, dès lors qu'il y a couverture nuageuse, l'ultraviolet est bien meilleur que le visible. Enfin, on voit ici sur cette photographie que ce qui est intéressant, c'est quand le soleil est à l'horizon, c'est-à-dire au lever ou au coucher du soleil, eh bien, il a un éclairement direct avec, par exemple, des capteurs qui se seraient dans le plan horizontal et qui peuvent éblouir donc, ces capteurs. Et en revanche, on voit qu'au niveau du ciel, on voit bien cette amère visuelle contrastée et qui peut fournir une information de cap optique. Donc ce qui est intéressant, c'est comme en Europe, le soleil ne va jamais au zénith et s'arrête à environ à 20 degrés à Marseille du zénith, eh bien on aura toujours en fait cette amère visuelle dans le ciel avec un bon degré de polarisation que nous avons estimé environ à 60%. Donc c'est pour ça qu'au laboratoire, pour l'instant, on oriente nos capteurs vers le zénith de telle manière à pouvoir faire une mesure toute la journée. En revanche, les composants optiques et optoélectroniques sont trop chers dans l'UV, et donc c'est pour ça que pour des solutions pédagogiques, travailler dans le visible eh bien, sera largement suffisant pour comprendre comment cela fonctionne. Donc ici, je vais vous présenter la maquette de boussole céleste, je veux dire abordable à des fins pédagogiques. Et donc ce matériel a été fourni aux étudiants du master ingénierie des systèmes complexes, parcours robotique et objets connectés en M2 à Toulon. Cela représentait 4 séances de 3 heures plus une séance de 3 heures pour former les étudiants à l'impression 3D sous la direction de Julien Dipéry. Donc on voit que ces matériels mis à disposition sont quasiment tous accessibles facilement, que ce soit les cartes Arduino, les shields ou bien ici l'émetteur-récepteur dans le visible compatible Arduino, les câbles, les feuilles de filtre polarisants dans le visible, ou bien alors des supports en bois ici découpés au moyen d'une découpe laser de marque Trotec, mais qui potentiellement pourrait aussi être imprimable. Et ici, vous voyez qu'il y a ce petit élément de guide optique là, avec la possibilité de faire glisser des morceaux de filtre de manière orthogonale pour construire une unité de photodétection sensible à la lumière polarisée. Donc on voit qu'au total, tous ces éléments-là sont bon marché pour construire une unité élémentaire. Alors, comme c'est difficile de travailler à l'extérieur et qu'on ne maîtrise pas aussi la saturation des photorécepteurs, donc l'idée consiste à construire un ciel artificiel en récupérant un photoémetteur ici d'un capteur et de venir y mettre un petit bout de filtre polarisant pour venir mimer la polarisation rectiligne émise par le ciel. Et puis vous voyez que nous avons construit en plexiglas ici le support du ciel et aussi une graduation angulaire ici qui permet de mettre en place les supports ici pour tester différentes configurations géométriques angulaires d'unités de détection de lumière polarisée et aussi de faire bouger éventuellement en orientation l'ensemble de la maquette. Alors les notions abordées au cours de ce projet, eh bien, ce sont la mise en place d'estimations par méthode des moindres carrés non linéaires pour l'obtention du cap optique, l'utilisation de simulations sous MATLAB, la compréhension de la modélisation de la diffusion de relais et de la loi de malus, l'acquisition de signaux sous Arduino et le traitement de données sous MATLAB, l'impression 3D et éventuellement la découpe laser, et enfin l'exploitation d'articles scientifiques. Donc pour ce faire, nous avons donné simplement 2 articles scientifiques qui utilisaient 2 méthodes
possible de détection de cap optique bio-inspiré à partir de quelques unités de photodétection. Ce qui donne naissance à deux configurations géométriques possibles, soit en les mettant par paires orthogonales, comme cela, ou alors en les distribuant de manière angulaire. Donc les étudiants de master qui sont allés quasiment au bout de ce projet durant cette formation de 12 heures ont privilégié la solution comme ça de distribution angulaire S1, S2, S3, S4. Et donc vous voyez, il n'y a pas besoin, il suffit de faire 4 fois la même unité de photodétection et de simplement les placer avec des bons angles sur la maquette. Donc ici, une modélisation de cette photodétection au moyen du formalisme présent dans l'un des deux articles. Et on voit que on peut utiliser simplement une méthode d'estimation basée sur ici les moindres carrés non linéaires à partir de l'équation ici et en extrayant simplement le paramètre U3 et U2, eh bien, on peut remonter à la valeur de l'angle. Alors l'inconvénient de cet angle, c'est qu'il ne peut renvoyer un angle que sur un intervalle de 90 degrés de long. Donc c'est l'inconvénient de la fonction arc-tangente. C'est pour ça que nous, au laboratoire, on évite d'utiliser cette méthode parce qu'on souhaite avoir une orientation sur un segment de 360 degrés pour fournir un cap à un robot. Donc ici, donc les étudiants sont libres de mettre en œuvre cette méthode et en utilisant ces calculs, ils ont obtenu les résultats expérimentaux suivants. À savoir, ici, on voit les 4 capteurs qui sont déphasés dans l'espace et en utilisant leur formalisme, eh bien, ils ont réussi à reconstruire ici en bleu l'angle de polarisation. Et donc, on voit qu'en faisant tourner la table, eh bien, on obtient 4 périodes de 90 degrés à cause de la fonction 1,5 arc-tangente de U3 sur U2. Et le degré de polarisation qui a été reconstruit et qui varie entre 90 et 100%, tout simplement parce que toute la lumière émise est polarisée linéairement et en conséquence, on obtient un degré de polarisation égal à 100%. Donc merci pour votre attention. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à visionner les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Nous avons également écrit deux articles à visée pédagogique, l'un dans les techniques de l'ingénieur qui s'intitule Handbot, un robot fourmi qui s'oriente comme une fourmi, application à la navigation à vue sans GPS ni magnétomètre, et aussi un article dans la revue Technique et Culture qui s'intitule Le robot fourmi Handbot, conception et réalisation d'un robot bien inspiré. Enfin, si vous voulez retrouver l'article original publié dans Science Robotics en 2019, eh bien, vous pouvez aussi le télécharger soit sur ResearchGate, soit sur la plateforme HAL qui vous permet de télécharger l'intégralité des préprints de ces 3 publications. Je vous remercie pour votre attention.